napoléonienne d'Aix-en-Provence, vous remercier d'avoir fait le déplacement qui témoigne de votre intérêt pour l'histoire de la Révolution, en tout cas, et de l'Empire dans un deuxième temps. Je vous rappelle qu'on est dans le cadre d'un cycle napoléonien, puisque Aix est devenue une ville impériale depuis le 1er janvier de cette année, et on est très heureux de ce dénouement. Alors, Toulon sonne à nos oreilles comme une ville qui a malheureusement collaboré avec les Anglais au moment de la Révolution, et vous savez tous que c'est à Toulon que l'aigle a pris son envol. On a coutume de dire que l'aigle s'est envolé à Toulon pour ne plus replier ses ailes qu'à Sainte-Hélène, hélas, à partir de 1815. Donc Toulon sonne à nos oreilles de napoléoniens comme une ville symbole d'une ascension extraordinaire, parce qu'à partir de Toulon, Napoléon se fait un nom, un grade, puisqu'il passe général juste dans la foulée de la prise de Toulon. Donc c'est une phase importante. Ceci dit, vous savez que l'histoire est faite par des hommes exceptionnels, et Napoléon en est bien éventuellement, mais ce soir, Jean-Baptiste va davantage vous parler des secondes mains, des citoyens ordinaires mais motivés par un sentiment républicain, et notamment des ex-sois qui se sont levés pour partir en masse servir les armées françaises qui piétinaient autour de Toulon depuis plusieurs mois, faute d'artillerie. C'est pour ça qu'on a eu un artilleur qui est venu leur permettre de gagner la bataille de Toulon. Donc voilà, on va plus s'occuper des ex-sois que des Toulonnais ce soir, des infâmes Toulonnais, comme disait à l'époque, à Aix. Mais moi je préfère parler des infâmes anglais que des infâmes Toulonnais, parce qu'il y avait aussi des Toulonnais très bien. Il le disait aussi. Voilà. Juste un dernier mot, donc Jean-Baptiste est un historien, il est doctorant, donc il prépare une thèse justement sur les antipolitiques, qui était une société populaire. C'est bizarre comme nom, j'espère que tu nous donneras des clés d'explication. La Société des antipolitiques d'Aix. Il prépare une thèse là-dessus qui va se soutenir en début d'année prochaine. Donc il sera bientôt docteur en histoire. Et donc il va nous donner un avant-goût sur cette période assez méconnue. Je pense que c'est la première fois que, en tout cas dans Aix, on va parler de cette affaire des Toulonnais patriotes, enfin des ex-sois patriotes qui sont allés en renfort pour le siège de Toulon. Donc avant de te laisser la parole, je vais rappeler quand même que la prochaine conférence sera dédiée à Waterloo. Ce sera le 4 juin, on n'a pas pu trouver le 18 juin, mais ce sera le 4 juin, mercredi, puisque ce sera le 210e anniversaire de la bataille de Waterloo. Ce sera le professeur Geoffrey de Sciences Po Aix qui nous donnera son regard critique sur la bataille et sur les 100 jours qui ont précédé. Voilà, et je tenais aussi à vous dire que je fais la visite d'Aix-en-Provence sur les traces de Napoléon samedi qui vient, donc ceux qui sont intéressés, rendez-vous en bas du cours Sextus devant le bar Le Nouveau à 10h. C'est une visite singulière d'Aix au temps de Napoléon avec les personnages importants de cette époque-là. Voilà, donc je laisse rapidement la parole à notre ami qui représente la mairie, Rémi Capot, un napoléonien convaincu. Oui. Oh, oui. Madame le maire du conseil municipal, je vous souhaiter la bienvenue. Vous êtes ici chez vous, dans le public qui aussi porte énormément d'histoire. Pour une petite anecdote, la prochaine fois que vous arriverez dans la cour, vous leverez les yeux, mais il y a une alcôve où il n'y a plus rien dedans, et ça fait partie de ces nombreux bâtiments en France où on a enlevé tous les bustes royaux qu'il y avait, et il y a encore l'alcôve. Donc j'ai proposé à Madame la maire de mettre Napoléon à la place. Ouais. Déjà, vous avez la belle, c'est déjà très bien. Non, voilà, toujours est-il, c'est avec beaucoup de joie d'avoir pu rencontrer des gens comme Frédéric, avec la société, et tous les membres de la société napoléonienne qui font vivre une histoire singulière et une histoire aussi aixoise. Et ce soir, Jean-Baptiste, merci beaucoup de faire vivre ce petit morceau d'histoire, mais qui pourtant est cette petite histoire dans la grande. Donc, passez une agréable soirée, et vous savez que nous, ici à Aix, on est fiers de notre histoire napoléonienne. Je te passe le mot.
m'installer. Je vous remercie d'être présent en nombre en cette fin d'après-midi. Je remercie évidemment la Société napoléonienne d'Aix qui a organisé un beau cycle de conférences et qui me propose de m'inviter. Et j'ai envie de dire qu'il y avait parmi vous plusieurs bonapartistes, donc je suis touché que des bonapartistes invitassent un historien républicain, d'autant que je suis plus invité ces derniers temps dans des milieux qui ne sont pas fondamentalement républicains au sens où les républicains l'entendent généralement, et ce qui atteste d'une envie d'échanger, de débattre, et ça fait peut-être partie des éléments qui manquent cruellement à notre époque. Je ferme la parenthèse. Je remercie également la ville d'Aix-en-Provence, puisqu'elle a mis à disposition de la SNA cette très belle salle des mariages. J'aurai bientôt l'occasion d'y venir en étant à votre place, ma fiancée dans l'assistance. Et je remercie l'association Les Cordeliers qui est représentée ce soir, notamment par Marc Oxford, Mathilde et Johan, qui est parti se cacher derrière. Donc, autour de cette conférence, il y a, ma foi, une association d'associations, et je trouve ça plutôt positif. Si vous me le permettez également, je vais mettre un chronomètre, parce que j'ai tendance à me laisser emporter par le temps, et donc ça m'évitera d'être régulièrement comme ceci. Je vais, avant d'introduire le sujet, juste préciser que je laisserai des ouvertures, il y a des éléments que je ne développerai pas, de manière à ne pas prendre trop de temps durant l'exposé, mais nous aurons l'occasion de revenir sur tous les éléments que vous souhaitez à l'occasion du temps d'échange. Si je suis bon dans le temps, nous devrions avoir 30 à 45 minutes de possibilité d'échanger. Voilà. Donc, je me lance et je vous invite à discuter de cette année 1793 et en l'occurrence des patriotes d'Aix partis à l'assaut de Toulon. Notre histoire se déroule dans le Midi, mais elle a commencé dans la capitale, et je vais m'attacher à vous démontrer que la grande histoire et les récits de la grande histoire sont bien entendu faits par des grands hommes, et Napoléon en est un à bien des égards, mais également par des citoyens, par des hommes, des femmes comme vous et moi. Et en l'occurrence, le récit que je vais essayer de vous rapporter et les analyses que je vais proposer relèvent de ceci. Alors en l'occurrence, le 2 juin 1793, une insurrection populaire parisienne, appuyée par les canons de la garde nationale, renversait les meneurs de la Gironde, c'est-à-dire des députés de ce que l'on appelait le côté droit. Les députés girondins de l'Assemblée nationale, la première assemblée républicaine en France, la Convention, et c'est donc la question à se poser, c'est pour quelles raisons ces députés girondins ou brissotins, du nom de leur chef de file, Jacques-Pierre Brissot, ont-ils été renversés? Aujourd'hui, nous ne dirions pas rappelés, nous dirions révoqués, puisqu'en l'occurrence, c'est un coup de force populaire, mais c'est une révocation. Cette révocation, on se rappelle, avait été réclamée des mois durant par les sociétés populaires ou les clubs politiques. En 1793, on parle plutôt de sociétés populaires, donc disons très rapidement des associations de citoyens qui se réunissent pour ne faire qu'une chose, de la politique. Et de la politique dans tous les champs que nous connaissons aujourd'hui, qu'il s'agisse de constitution, de droit, d'élaboration de la loi, de défense de la patrie, d'économie, de gestion de l'économie, etc., etc. Pourquoi les Girondins donc furent-ils révoqués? Pour 3 raisons au moins, et nous pourrions en voir d'autres, mais je vais essayer de m'attacher à 3 raisons de manière à me raccrocher au fil de l'histoire que je vais vous rapporter là. Pourquoi dans ce contexte brûlant de ce printemps 1793, où le péril était imminent pour la patrie, et où les brissotins, bien que minoritaires à l'Assemblée nationale, détenaient les leviers du pouvoir. D'abord, les Girondins, je rappelle, Girondins ou brissotins, c'est vraiment synonyme, les Girondins se refusaient à toute mesure sociale, tandis que la disette était aggravée par la guerre qu'ils avaient voulu déclarer. Nous pourrions développer cette idée-là. Le premier maximum des prix leur ayant été arraché.
Ensuite, la guerre, justement, tournait mal pour les armées françaises. Elle avait été largement espérée par le roi et la reine des Français. Néanmoins, les Girondins, c'était... j'ai oublié de préciser qu'au cours de cette guerre, il y a des légions d'ennemis extérieurs et intérieurs qui conspirent ensemble contre la République. Néanmoins, les Girondins s'étaient refusés jusque-là à l'instauration de mesures d'exception réclamées par le peuple. Bien qu'ils durent céder la création du tribunal révolutionnaire en mars 1793 et du comité de salut public en avril 1793. La trahison du général Dumouriez, après sa défaite à Neerwinden le 18 mars 1993, général qui livra à l'ennemi le ministre de la guerre Beurre-Monville, accentua l'atmosphère de complot et les peurs. Enfin, il y eut la charge extrêmement violente du député girondin du Var, Isnard, menaçant de saigner et de raser Paris. Le 2 juin, c'en était fini politiquement de la Gironde. Et j'insiste sur politiquement. Il n'est pas du tout question à ce moment-là d'exécuter les députés girondins, les meneurs de la Gironde. Mais ce coup de force du mouvement populaire parisien fut diversement apprécié dans les départements. Dans les grandes villes du pays, comme Bordeaux, Marseille ou Toulon, les notables, les grands négociants, la bourgeoisie marchande se révoltent contre ce qu'elle perçoit comme un coup de force, je cite, des anarchistes contre la volonté générale. Ils se posent en soutien aux Girondins. C'est le début de l'insurrection dite fédéraliste, et qui n'en a que le nom, les Girondins clamant haut et fort « Vive la République, une et indivisible ». Il faudra le signifier à Michel Onfray. Il s'agit en réalité d'une nouvelle guerre civile, car ces insurgés qui ont investi les sections, alors il s'agit de circonscriptions électorales qui à ce moment-là prennent, disons, leur autonomie politique, ex-compter 6 sections. Donc ces insurgés s'opposèrent dans les départements aux sociétés populaires, pour l'essentiel, pas toutes, mais pour l'essentiel, de la sphère jacobine, qui, elle, soutenait la convention dite montagnarde. Alors il est nécessaire de poser ici quelques nuances, puisque l'on voit des sociétés populaires, dans le Grand Ouest, soutenir la Gironde, et dans notre région, les porosités entre sociétés populaires et sections étaient une donnée fondamentale. D'ailleurs, Michel Gobel a parlé de jacobins sectionnaires ou de sectionnaires jacobins. Alors disons en termes à peu près clairs, de membres des clubs affiliés aux jacobins qui étaient favorables au mouvement des sections et qui estimaient qu'elles étaient les nouvelles sociétés et qui percevaient une forme d'exercice de ce que nous appellerions nous aujourd'hui de la démocratie directe. Et à l'inverse, des gens des sections, des militants des sections, qui percevaient dans les clubs ce qui avait été le fer de lance de la Révolution et qu'il était important de maintenir le lien avec les clubs. Donc là, on a des frontières qui sont en réalité assez troubles. Donc dans notre région, il n'y a pas réellement d'opposition entre pro-montagnard et pro-girondin. En tout cas, c'est à nuancer fortement. Toujours est-il que cette révolte dite, et j'insiste sur dite fédéraliste, est en réalité une guerre civile entre républicains, les uns favorables aux montagnards, les autres aux girondins. Aucun, et j'insiste, aucun, ne proclamant ou ne réclamant une prétendue décentralisation. Si quelqu'un a le numéro de téléphone de Michel Onfray à me communiquer, j'essaie de le contacter depuis quelque temps, et pour l'instant je fais chou blanc. Nous pourrons reparler de ces éléments-là, et notamment du projet très centralisateur des Girondins. Le capitaine Bonaparte, dont Jean-Paul Berthaud nous rappelle qu'à ce moment, il est à la tête d'une compagnie d'artillerie, d'abord à Valence, puis en Avignon, prend le parti de soutenir les montagnards. Il est d'ailleurs lui-même secrétaire du club jacobin de Valence, et c'est avec cette plume de secrétaire jacobin qu'il rédige, durant l'été 1793 de l'insurrection fédéraliste, le souper de Beaucaire.
Et bien que Bonaparte souhaita, nous dit encore Jean-Paul Berthaud, la réconciliation des républicains, il émit une critique et une accusation sévère contre les Girondins. Je vous cite Bonaparte. Il s'adresse aux Girondins. Quel effet a produit dans la République le mouvement que vous avez fait? Vous l'avez conduite près de sa ruine. Vous avez retardé les opérations de nos armées. Je le sais si vous êtes payé par l'Espagnol et par l'Autrichien. Mais certes, il ne pouvait pas désirer plus heureuse diversion. Que feriez-vous de plus si vous l'étiez, si vous étiez payé? Le capitaine Bonaparte ne s'était pas trompé, puisqu'à la fin août, les sectionnaires de Toulon, favorables aux Girondins, sont dépassés par les royalistes qui livrent la ville aux Anglais. Par l'entremise des Marseillais, nous dit Michel Vauvel, dont la cité est dominée, écrit-il, par, je cite, une oligarchie mercantile. Si Marseille est reprise par le général Cartaux le 25 août 1793, tandis que Bonaparte y participe comme chef d'artillerie, Toulon résiste encore. Les patriotes d'Aix, menés par les antipolitiques, alors c'est un nom qui doit vous interpeller, nous pourrons en rediscuter par la suite, antipolitiques qui ont triomphé de, disons, l'heure fédéraliste en septembre, et dont l'un des membres éminents, Émeric, à ne pas confondre avec Émeric David, vient d'être élu maire de la ville d'Aix, se mobilise pour reprendre la ville portuaire. Ainsi, en amont de la victoire du capitaine Bonaparte, requis en septembre justement par les représentants de la Convention, c'est-à-dire les députés de l'Assemblée nationale envoyés dans les départements, donc par les représentants Salicetti et Gasparin, une société populaire conduite par des artisans et des cultivateurs, les antipolitiques, mobilise les patriotes et leur important réseau régional, 80 sociétés à la veille de l'insurrection fédéraliste. Collecte de fonds, fourniture d'armes, levée de bataillons de volontaires, afin, je cite, de terrasser les infâmes Toulonnais. C'est un langage fleuri, n'est-ce pas? Alors, se mobiliser en masse pour, justement, je cite toujours, terrasser les infâmes Toulonnais. Bien que n'ayant pas obtenu l'autorisation de la Convention d'installer des ateliers révolutionnaires, donc disons des ateliers pour fabriquer des armes à Aix, les antipolitiques ne désertent pas le champ de bataille. Moins de 100 km séparant Aix de Toulon, aux mains des Anglais alliés aux Espagnols, les clubistes, donc les membres du club, de la Société populaire si vous préférez, sont à proximité d'une zone de conflit. L'engagement à Aix prend rapidement et sur une période très dense des allures de branle-bas de combat. Le local de la Société populaire semble en devenir le quartier général d'opérations de soutien logistique et de levée de troupes. Par ailleurs, tandis que les jacobins, les puissants jacobins de la cité phocéenne, organe coordonnateur du congrès des sociétés populaires provençales qui se tient alors, ne sont ni sollicités ni associés à ce mouvement de grande ampleur, la mobilisation aixoise s'inscrit de facto dans le contexte local du duel avec Marseille, en lui disputant son rôle autoproclamé de, je cite, montagne de la République, Marseille qui arracha un an auparavant, dans l'illégalité, le siège du département. Mesdames, Messieurs, si vous ne le saviez pas, Aix-en-Provence a été pendant 2 ans capitale des Bouches-du-Rhône. Elle a été la première capitale des Bouches-du-Rhône et le département siégeait au-dessus de nous dans la salle des États de Provence. Il y a des Marseillais dans la salle? Nous pourrons discuter. Alors, un bataillon de volontaires. Une semaine après sa réinstallation, alors je ne voulais pas préciser, mais les antipolitiques ont été défaits le 8 juin 1993 par les sections d'Aix. Donc l'insurrection fédéraliste prend de l'ampleur dans le sud et après la reprise de Marseille par le général Cartaux, les antipolitiques finissent par se réinstaller en société, dite régénérée, le 21 septembre. Et donc une semaine après cette réinstallation, tandis qu'on venait de faire lecture, voilà, Cartaux, tandis qu'on venait de faire lecture
de l'adresse de la Convention aux départements méridionaux sur la possession de Toulon par les Anglais, la Société des antipolitiques ouvre un registre d'inscription pour un bataillon de 100 culottes. Nous sommes le 29 septembre 1793. De nombreux membres se portent volontaires et, je cite la source que vous avez derrière moi, le frère Soulier-Cadet parle beaucoup sur l'organisation. Néanmoins, il n'est pas question d'y admettre le tout venant, puisque se rejoue, comme à l'été 1792, alors que la patrie venait d'être déclarée en danger, la fermeture de ce bataillon au modéré. Ce sont des termes qu'on trouve dans les sources. Début décembre, il parlerait même de, je cite, l'organisation du bataillon antipolitique révolutionnaire et déciderait de remettre leur diplôme aux volontaires de Toulon. En d'autres termes, tout volontaire qui part pour Toulon devient de facto antipolitique. Et tout volontaire qui veut aller à Toulon doit devenir antipolitique. Effectivement, l'ouverture des registres à Aix est l'occasion pour ces républicains farouches de solder les comptes avec les sectionnaires récemment défaits. Le 10 octobre, je cite, une grande discussion s'élève pour savoir si les citoyens qui ont marché contre Carteau doivent être exclus de ce bataillon des sans-culottes. On pourrait aussi s'entendre sur le terme sans-culottes, qui est un terme polysémique. Nonobstant, comme indiqué précédemment, les frontières entre les clans sont poreuses, d'autant plus dans ce sud-est qui a vu les lignes se brouiller entre clubistes et sectionnaires. C'est un courant tempéré qui semble l'emporter en faisant valoir que des bons patriotes ont pu être trompés et forcés, je cite, de marcher contre leur libérateur. Contre l'ennemi anglais, après tout, ne conviendrait-il pas de procéder à une forme d'amnistie générale et d'éteindre les oppositions de la veille? Par ailleurs, les clubistes finiraient par revendiquer la dimension sociale de ce bataillon, le président des antipolitiques énonçant le 19 primaire en 2 que, conjointement aux citoyens Grenache et Miel, qui sont des antipolitiques, ils se sont occupés de l'organisation du bataillon des travailleurs d'Aix. Le patriotisme antipolitique, donc, a une dimension sociale, l'occasion peut-être de glisser qu'a priori, il n'y a pas d'opposition entre conviction ou engagement social et conviction ou engagement patriotique. Les deux vont de pair. Le patriotisme antipolitique fédère au-delà des Bouches-du-Rhône. Effectivement, ce n'est rien moins que l'état-major du bataillon des Basses-Alpes qui est annoncé à la barrière le 11 octobre, donc à la barrière de la société. Son orateur ne jure-t-il pas à la tribune, je cite, de terrasser les infâmes toulonnais ou de mourir sous ses murs, sous les murs de Toulon. Le tocsin. La fraternisation est consommée par la réponse du président du club et les vifs applaudissements de la société. Et des rituels de cet ordre se répètent sur tout le trimestre. Ainsi, le 10 primaire, on admet aux honneurs de la séance les officiers du 4e bataillon, vraisemblablement de Haute-Garonne, qui annoncent qu'ils vont grossir les rangs des défenseurs de la liberté sous les murs de Toulon. Le lendemain, son orateur demande à être admis dans la société et le discours énergique du président des antipolitiques demande à leurs frères d'armes de prêter le serment de ne revenir de Toulon qu'après avoir percé le sein au tyran du genre humain, après qu'on a chanté l'hymne patriotique « Allons enfants de la patrie ». À l'époque, dans les clubs d'extrême gauche, on chante la Marseillaise. Les temps changent. Accolade fraternelle entre l'orateur et le président. Dans le contexte de cette effervescence patriotique où chacun est exhorté à se mobiliser, toute forme de réticence est perçue comme suspicieuse, quand bien même on admettrait une circonstance atténuante. C'est ainsi que début novembre 1993, on refuse un certificat de civisme à Pro-Cadet qui, je cite, veut se soustraire à l'appel fait au bataillon de la montagne, sous les murs de Toulon, pour entrer dans la cavalerie, quoique fort faible de santé, précise-t-on malgré tout. Pour autant, le ton se durcit le mois suivant, puisque l'on délibère que tous les
citoyens de la société qui ne viendront pas sur Toulon et qui n'ont pas des raisons légitimes d'exception seront regardés comme suspects et le diplôme retiré. J'ai l'impression que je suis en retard sur mes diapositives, je vous prie de m'excuser. Alors, si vous arrivez à déchiffrer où vous êtes, vous remarquerez peut-être que la question de la syntaxe est régulièrement approximative aux antipolitiques. Nous sommes face à un club à la sociologie relativement populaire, dont nombre de membres ne savent même pas signer leur nom. Dans le contexte de cette effervescence patriotique, je vous l'ai dit, je reprends mes notes, je vous prie de m'excuser. De même, on refuse au comité de surveillance de la ville et au clubiste Barthélemy, adjudant-major près l'armée sous Toulon, que l'antipolitique Fabre fut son secrétaire, au motif que ce dernier se trouve compris dans la première réquisition. Il doit, d'après la loi, rejoindre son bataillon. Donc le statut d'antipolitique n'accorde pas ici un privilège. Le clubiste doit se soumettre à la loi et à son obligation patriotique. Il y a ici une aspiration très antique. Les références à Athènes, à Sparte ou à Rome, à la Rome républicaine notamment, durant toute la Révolution, sont prépondérantes. L'engagement contre les monarchies coalisées se fait sous les couleurs de la montagne. L'occasion de repréciser que la quasi-totalité de l'Europe est coalisée contre la France. Quand on a ça en tête, ça permet aussi de prendre la mesure, disons, du déferlement de violence pendant la Révolution. Mais cette mobilisation aixoise semble peiner dans un premier temps, puisque le premier frimaire en deux, soit le 21 novembre 1793, tandis que Robespierre tente de la tribune de la Convention de mettre un coup d'arrêt à la déchristianisation. Je répète, Robespierre tente de mettre un coup d'arrêt à la déchristianisation. Bourgonnier, membre de ce club montagnard tenant d'une ligne hébertiste, celle des Cordeliers, disons rapidement d'extrême gauche, demande que la société envoie un registre pour que, je cite, les défenseurs de la patrie qui voudront marcher dans la légion montagnarde se fassent inscrire. Délibération immédiatement suivie des faits, puisque les nouveaux volontaires demandent à partir dans le moment et ne languissent que d'être sous le mur de la ville rebelle de Toulon pour l'effacer de dessus la surface de la terre. Il n'y a pas d'ambiguïté quant au sort qu'on réserve à la ville et aux insurgés. Vous comprenez bien que je ne dis pas c'est bien ou c'est mal. Hein. Une semaine plus tard, je vous vois, monsieur Capot. Pardon, on a dit que c'était quelque chose d'académique. Une semaine plus tard, et après un échange avec le général Gigonnier, qui a remplacé Carton, la société qui évoque une levée en masse, donc à ne pas confondre avec la levée en masse décrétée en mars 1993 par la Convention et qui déclenche l'insurrection vendéenne, délibère à l'unanimité de se déclarer permanente le lendemain pour recevoir les noms des citoyens qui désirent marcher contre les infâmes ennemis. Mais les séances doivent être insuffisamment fréquentées car un membre demande que l'annonce soit publiée à son de trompe pour que les citoyens frères n'en ignorent pas, je cite textuellement, que tous les citoyens frères se fassent inscrire. Ce c'est eux. D'ailleurs, Gigonnier en personne, qui commande désormais l'armée de siège, invite par lettre reçue le 13 frimaire, le 3 décembre, la société à presser l'offre qu'elle a fait de secours. Jusqu'alors, il nous semble que la société s'était limitée à lever un bataillon d'antipolitiques élargi aux citoyens d'Aix, exhorté, je cite, à voler au combat, mais elle allait se placer de facto en concurrence avec Marseille, d'autant plus que c'est à l'occasion de son congrès des sociétés populaires qu'est créée la Légion de la Montagne, dont l'historien marseillais Jacques Guillaumou signale que son rôle essentiel est précisément de marcher sur Toulon. Et l'historien relève également des difficultés de recruter des volontaires, tout en signalant que la levée de la Légion entend, je cite Guillaumou, pallier le manque d'ardeur des sociétés populaires pour le congrès organisé par les Marseillais. Il indique aussi que le bataillon est mis en place par Bourgonnier
membre du comité de surveillance et de la Société des antipolitiques. Donc concurrence directe entre Aixois et Marseille. Le 7 primaire, le 27 novembre, la société d'Aix appelait le peuple du département des Bouches-du-Rhône à se lever en masse pour chasser du territoire de la République les infâmes Anglais. Monsieur le Président, les infâmes Anglais, et, je cite toujours, exterminer tous les rebelles que Toulon renferme. Et c'est par acclamation qu'elle votait cette délibération assortie des vivres pour 3 jours, à destination des soldats. Ici pointe déjà la question du soutien logistique. Les clubistes délibérants envoyaient 4 commissaires à Dugommier pour lui demander quand la société devra se mettre en marche. La délibération est d'importance, aussi les antipolitiques entendaient-ils limiter leurs commissaires à un mandat exécutif, comme ils le faisaient alors pour le comité central des sociétés populaires. Les commissaires envoyés à ce comité central n'avaient aucun pouvoir de décision. La rédaction des pouvoirs était donc adoptée après quelques observations. Les antipolitiques étaient en train de se placer en pôle de coordination, assumant de facto les missions que l'historien Laurent Brassard observe menées par les représentants en mission, c'est-à-dire les députés de la Convention, confrontés à l'effort de guerre dans une autre zone frontalière d'un conflit militaire, en l'occurrence l'Aisne, et plus largement l'espace septentrional. Donc, frontières menacées en Méditerranée, dans le Grand Est, dans le Grand Ouest. Les antipolitiques étaient légitimés dans leur démarche par leur député au général Dugommier. Le 10 primaire, le 30 novembre, l'un de leurs commissaires à l'armée de siège sollicite pour la seconde fois l'envoi d'une commission dans toutes les communes pour les envoyer en masse à l'armée de Toulon. Donc vous voyez, on est face à une mobilisation patriotique qui peine à se mettre en place. Le 14 primaire, 4 décembre, un député du bataillon de la Montagne déposait sur le bureau ses pouvoirs pour faire le recrutement dans tout le département des Bouches-du-Rhône. Il invitait tous les républicains à intégrer sa légion ou les dragons de la Montagne, et il le faisait de la tribune des antipolitiques. Venaient à eux les patriotes de Pullicard, non loin d'ici, que les antipolitiques présentaient comme un quartier. Leur député, donc celui de Pullicard, annonçait en séance du 11 primaire qu'environ 70 républicains vont se rejoindre à eux pour partir ensemble, pour voler sous les murs de cette infâme Toulon. Ils étaient suivis par la société de Père qui avait délibéré, je cite, de voler en masse et marcher contre l'infâme Toulon. Les antipolitiques délibèrent le 16 primaire de faire publier à son de trompe une séance extraordinaire pour le lendemain, et l'ampleur est telle que l'opération n'est pas passée inaperçue aux yeux des représentants du peuple en mission, dont les députés venus de Paris. Je cite la source, qu'il accorde aux volontaires qui partiront de notre ville toute subsistance nécessaire. Tandis qu'ils œuvraient à la levée du bataillon montagnard, les antipolitiques avaient déjà réuni à eux les autorités constituées, donc la municipalité d'Aix, le département des Bouches-du-Rhône et un échelon intermédiaire, le district. Donc, autorité constituée a une mise en séance le 9 primaire, le 29 novembre. Je fais quelques allers-retours. C'est d'abord le procureur général syndic, disons un élu chargé de faire le lien entre le local et le national, élu localement, il faudra le préciser également à Michel Onfray, qui, de la tribune, avait rendu hommage à la société d'avoir délibéré, je cite, de se livrer en masse contre l'infâme Toulon, avait suivi un homme devenu incontournable, le clubiste, l'antipolitique Emmerich, qui, en tant que nouveau maire, prononce un discours sur cette grande mesure et dit que la municipalité s'est déterminée à voler en masse. La légitimité des antipolitiques à prendre la menée de cette opération était donc ceinte du pouvoir exécutif local entre leurs mains. Autorités constituées et clubistes allaient donner à cette levée des allures d'armée régulière. Effectivement,
une lettre du comité de surveillance, donc un organe chargé de la surveillance, comité de surveillance d'Aix, invitant le 12 primaire, le 2 décembre, tous les citoyens de se rendre sur le cours, aujourd'hui Mirabeau, pour passer la revue des citoyens inscrits pour voler sous le mur de Toulon. Donc il y a un contrôle populaire et une mise en scène, en fait, de cette opération, de cette démonstration de force. Le 18 primaire, 8 décembre, Aix était le théâtre d'une opération de contrôle mutuel et de rivalité de pouvoir, jusque dans le sein du club. En effet, à l'issue d'une longue et fort mûre discussion, donc quand vous voyez ça sur un registre de délibération, longue et fort mûre discussion, cela sous-entend qu'il y a eu un débat très animé, avec des rapports de force, des contradictions importantes, quand bien même on finit par affirmer ou prétendre qu'il y a eu unanimité. Donc, à l'issue d'une longue et fort mûre discussion, les antipolitiques délibèrent pour le lendemain matin à 8h une assemblée extraordinaire à l'effet, je cite, de se rendre sur le cours avec la bannière de la société et passer la revue des autorités constituées. J'espère que M. Cabot prend note. Était-ce là la compensation de l'invitation faite au maire lors de la première partie de séance de se rendre à 3h à la société pour lui-même passer la revue des citoyens clubistes républicains? Et tandis qu'Emery s'y tiendrait à ce passage en revue, les antipolitiques éprouvaient, eux, le patriotisme des autorités constituées en pétitionnant le 19 primaire, le 9 décembre, à la municipalité et au district, donc cet échelon intermédiaire, pour les inviter à leur donner la liste de ceux d'entre eux qui veulent se joindre à eux pour marcher sur Toulon. Donc il y a une pression populaire sur les élus pour s'engager dans les bataillons de volontaires. L'occasion également de préciser que de nombreux élus sont engagés sur le front, y compris les députés. Et on a même des députés qui vont mourir sur le front. Saint-Just, par exemple, un député associé à Robespierre, est l'un des principaux artisans de la victoire de Floris dans l'espace septentrional, et c'est quelqu'un qui a combattu sur le front. Pourtant, c'est bien je reviens à Aix, c'est bien la puissance légale et ses partisans au sein de la société qui l'emportent, puisque le 20 primaire, on décide de ne plus parler de cette levée en masse et de la laisser, je cite, à la sagesse des administrateurs et municipalités de la commune. Donc si je résume, il y a des mouvements de pression, mais une démarche qui se veut légaliste régulièrement, quand bien même il y a un coup de force, ou quand bien même le coup de force suivrait une absence d'action légale. Au préalable, la société avait établi une commission des 12 pour prendre les mesures nécessaires relatives à ce qu'elle appelle la levée en masse, commission qui allait préparer une adresse à la commune. Mais l'accueil de la dite adresse par les clubistes tend à démontrer que la société se perçoit comme une sorte d'organe législatif du peuple assemblé. Plusieurs clubistes désapprouvent cette adresse, et tandis que l'on réitère la levée en masse de la ville, déclarée en état de réquisition permanente, les antipolitiques délibèrent de nommer 3 commissaires. L'un de la société, l'un du district et le 3e de la commune. Donc les 3 entités sont représentées. Mais en réalité, chacun des commissaires est membre de la société des antipolitiques. Donc il y a un verrouillage du club. Une fois de plus, on est peu amène avec les insurgés toulonnais, puisque l'on réaffirme que le but de ce mouvement est de, je cite, terrasser ce fourmillon de rebelles à la République. Ce sont finalement 4 commissaires que l'on débute à Dugommier pour lui renouveler la mise sous ses ordres de la ville d'Aix. Les antipolitiques entendaient démontrer qu'ils étaient un rouage incontournable des opérations de siège. Et donc il faut comprendre qu'autour du siège, il y a véritablement, autour de cette opération, il y a véritablement une logistique de siège. Alors, les antipolitiques récoltaient encore en octobre 1793, je reviens un peu en arrière, les témoignages de reconnaissance de leur opération Baession. Vous avez derrière un
un document, alors pour le coup, qui n'est pas manuscrit, c'est un document imprimé, et qui est extrait d'une levée de fonds que les antipolitiques avaient organisée sur les premiers mois de l'année 1793, jusqu'en mai. Ils avaient mobilisé les sections, donc ces circonscriptions électorales, et ils avaient mis en place une contribution forcée, que nous appellerions nous aujourd'hui une taxe, à l'effet de financer du matériel militaire, ou plus précisément des bas et des souliers pour les soldats qui, en allant dans l'armée du Midi, affronter les ennemis de la patrie, n'étaient pas chaussés, n'étaient pas vêtus. Et donc là, on a un club d'artisans et de cultivateurs qui met cette opération en place. Ils ont récolté énormément d'argent. Et je précise que les sections les plus aisées ne sont pas nécessairement celles qui ont donné le plus d'argent. Et ils récoltaient encore, à l'automne 93, les fruits de cette opération. J'entends en termes de reconnaissance civique, de reconnaissance de leur vertu. Vertu, un mot récurrent au XVIIIe siècle et qui n'a pas du tout, il faut le dire à Michel Onfray, de sens chrétien. C'est la vertu, c'est dans le sens où Montesquieu l'avait défini. On pourra en rediscuter après. Et Bonaparte lui-même était imprégné de cette notion-là. Donc, lorsque les officiers du bataillon 4 de la montagne avaient remercié pour leur don les antipolitiques, ils manifestaient cette reconnaissance. Ils avaient loué les 4 commissaires qu'on leur avait députés, dont des clubistes emblématiques, Brunache père et Verneuil. L'occasion pour la société de recevoir des bonnes nouvelles sur la situation de l'armée du général Cartaux, qui commandait alors les opérations de siège et avec qui elle correspond. C'est justement l'efficacité de la correspondance avec les militaires qui permet à la société populaire de bénéficier d'informations capitales qui, par ailleurs, entretiennent le moral des patriotes. Par exemple, la lettre du clubiste Morel qui, le 5 octobre d'Olioul, quartier général de Cartaux, limitrophe de Toulon, donne des bonnes nouvelles de son armée. Ou celle, 10 jours plus tard, du fort des 4 Moulins, à proximité de Toulon, annonçant, je cite, la prise de 9 bâtiments hollandais chargés de munitions de guerre et de bouches. Le rapport, enfin, de 4 commissaires près l'armée de Toulon le 10 juillet. Ces informations, quasiment en temps réel, permettent aux antipolitiques d'ajuster les préparatifs en fonction des besoins du siège, et ce, main dans la main avec la municipalité d'Aix, ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps et qui n'était pas amené à durer. Ainsi, le 30 octobre, les commissaires envoyés près la commune rapportent un état des attraits que la ville d'Aix est chargée de faire pour le camp près Toulon. 9 ouvriers sont nommés en conséquence par la société, dont les serruriers Boyer cadet et Dauphin cadet, ou le menuisier Brunache père, tous antipolitiques. Voilà qui donne des éléments de sociologie du club. Nous ne sommes pas en présence d'avocats, de médecins, même si on en trouve dans le club. Nous sommes loin des cercles de notabilité. Il s'agit bien pour la société populaire, et pour le coup, le terme populaire ici a du sens, de rassembler des armes pour se mettre en marche sur Toulon et fournir l'armée régulière qui assiège la ville, quitte à débusquer celles qui seraient cachées, les armes qui seraient cachées. De fait, selon la motion d'un membre, on délibère le 3 novembre, pétition à la municipalité, je cite, pour faire des visites domiciliaires pour voir si on trouverait des fusils de calibre pour envoyer à l'armée du général Cartaux. Ce type de délibération induit l'état de dénuement dans lequel se trouvent les troupes de Cartaux. Ce sont des citoyens qui vont à la porte d'autres citoyens pour voir si des armes sont cachées et si on peut envoyer quelques fusils à des armées régulières. Là encore, quand on a ça en tête, on comprend mieux certains mécanismes de violence. C'est que les gens sont terrorisés. D'autant que les exemples de révolution atlantique autour ne se sont pas soldés par des succès pour les révolutionnaires. Donc nous pourrons là aussi en rediscuter.
Je ne dis pas la violence, c'est bien. J'essaie de contextualiser sur le plan historique. Donc on pétitionne, par ailleurs, l'imminence du risque d'invasion, ce n'est pas un fantasme, hein, il est réel, il y a des troupes étrangères sur le territoire, pousse les antipolitiques à penser une forme de réquisition en appelant aux autorités constituées, en l'occurrence le district qui siège lui toujours à Aix, et à qui on pétitionne de prohiber, je cite, la vente aux encan, donc aux enchères, des chemises, draps, serviettes et autres effets de toilerie pour qu'ils soient destinés au service du camp près de Toulon. Il faut vraiment se représenter la chose. Le 8 lunaire, 28 novembre, les clubistes allaient plus loin et discutaient de la manière à prendre pour marcher en masse, ainsi que de se procurer des armes. Donc c'est récurrent. Ils nommaient à cet effet pas moins de 12 commissaires. C'est un bataillon important. Cette dynamique proactive et l'efficacité des clubistes dans ces opérations Toulon avaient permis à la société de gagner l'estime des généraux Carteau et Dugommier. Et j'en suis au dernier point avant la conclusion. En l'occurrence, les liens avec Carteau et Dugommier. Alors centrons-nous d'abord sur le général Carteau et je reviens de nouveau en arrière. Entre sa reprise de Marseille le 25 août 1793 et son relevé de commandement à Toulon le 23 octobre, Bonaparte n'y fut pas tout à fait étranger, Jean-François Carteau correspond par intermédiaire ou directement avec les antipolitiques d'Aix. Imaginez l'estime ou la considération que pouvaient ressentir ces citoyens pour l'essentiel de modestes conditions. Le 19 octobre, celui que l'on désigne déjà général en chef des armées de la République française, commandant l'armée du Midi et d'Italie, adresse une proclamation à la société fort satisfaisante pour tous les républicains d'Aix, représentés par elle, proclamation qu'elle entend insérer dans son procès-verbal. Donc là, ici, les antipolitiques disent les républicains à Aix, c'est nous, et donc tous les républicains sont nécessairement antipolitiques. Donc cette proclamation de Carteau est en soi un certificat de patriotisme, puisque non seulement Carteau explicite que le civisme des antipolitiques a mérité de l'armée, du fait du don qu'il vient de lui faire en souliers et en bas, mais en plus, il affirme que cela prouve authentiquement qu'ils sont les amis de la République, puisqu'ils s'occupent de pourvoir aux besoins de ses défenseurs. En novembre, tandis que Carteau ne commande plus le siège de Toulon et que l'on rapporte en séance que la ville est réduite à la dernière détresse, le lien entre le général et les clubistes ne s'est pas rompu. Le président des antipolitiques annonce même le 10 que la ville d'Aix a l'avantage de posséder dans ses murs l'intrépide Carteau, celui qui a sauvé en partie les patriotes du Midi. Il propose à la société de lui envoyer une nombreuse députation, donc là c'est le président qui propose, pour rendre hommage à ce général. On s'empresse de députer où il loge pour lui manifester les sentiments de la société. Les représentants du club d'Aix sont deux antipolitiques emblématiques, André, qui est médecin, et Armand Aimé, à la tête de 8 commissaires, mais comme à l'accoutumée, ils ne sont que les porte-voix de la société. Les commissaires se présentant à l'intrépide défenseur de la patrie, ne disent-ils pas qu'ils ne sont que, je cite, le faible organe de la société populaire de cette cité, qui reconnaît à Carteau de lui avoir rendu la vie, ainsi qu'à tous les sans-culottes du Midi et à leurs familles. L'occasion de préciser que les modérés ont assassiné de nombreux patriotes, de gens estimés radicaux. Ce 10 novembre, si le président présente son discours à l'Assemblée, c'est elle qui délibère souverainement de l'adopter. En ces temps où la République s'installe par la puissance des armes contre les ennemis du dehors autant que ceux du dedans, et où les sociétés populaires sont incitées à la vigilance, écrit l'historien Maxime Cassis, il semblerait que l'Assemblée des clubistes, jalouse de son pouvoir de délibération, et n'accorde plus à son président de n'être que son premier délibérant. La société devient une micro-république. De retour à leur mission, les commissaires rapportent que ce brave général a été vivement satisfait des sans-culottes d'Aix, sans-culottes qui demeuraient mobilisés et se plaçaient sous les ordres du nouveau général commandant le siège, Dugommier. C'est dans les termes analogues à ceux de son prédécesseur que l'officier loue le patriotisme des républicains aixois.
Il estime, par une réponse qu'il leur adresse le 10 Frimaire, 30 novembre, que leur démarche immortalise leur civisme et dit se réjouir de correspondre avec eux. Mais l'élément capital dans cette première lettre de Dugommier, qui entend faire, je cite, une justice générale à leurs sentiments patriotiques, est la position particulière qu'il reconnaît aux antipolitiques d'Aix dans le mouvement des patriotes de Provence devant les Marseillais. N'admet-il pas qu'ils ont été les premiers qui ont donné l'exemple d'une mesure que tous les sans-culottes auraient dû prendre ensemble? La conscience des antipolitiques d'avoir une position singulière les amène le 14 Frimaire, 4 décembre, à désigner Dugommier comme le commandant des forces combinées sous les murs de cet infâme Toulon. Donc les forces combinées, forces civiles, forces militaires. Un officier de la Légion montagnarde avait déposé une lettre du général et en profitait pour donner les bonnes nouvelles sur, je cite, les braves frères d'armes faits prisonniers le 10 Frimaire. Les prisonniers, justement, ce sont aussi les représentants en mission, les députés, Beauvais et Baille, détenus dans les geôles de Toulon. L'officier montagnard raconte qu'ayant pu parlementer, il a embrassé le représentant Beauvais dans son cachot et rapporte que celui-ci, disant aller bien, a annoncé que son collègue Pierre Baille s'est lui-même pendu de désespoir. 10 jours plus tôt, les clubistes avaient déjà appris par une lettre de Pépin et Muguet, leur député à Marseille, la mort du si brave et vertueux représentant Gasparin, sauveur du Midi. Bonaparte devait beaucoup à Gasparin. Il devait beaucoup dans le sens où Gasparin a été convaincu du plan de Bonaparte dans la reprise de Toulon. Ces nouvelles et le lien tissé avec Dugommier amènent les antipolitiques à se croire autorisés à députer Arnaud et Rissolet pour visiter le général O'Hara, prisonnier des armées républicaines et escorté par le chef de la Légion de la Montagne, puis a pétitionné le lendemain 15 Frimaire, le 5 décembre, aux autorités constituées afin que O'Hara, général anglais, soit traité de la même manière que les rebelles traitent nos prisonniers et qu'il soit mis dans une maison de force. J'en arrive à ma conclusion. Et nous aurons l'occasion de pouvoir détailler ce que vous souhaitez. Ce vif effort de guerre est porté par les antipolitiques jusqu'à la prise de Toulon par le capitaine d'artillerie Bonaparte, les clubistes ayant délibéré le 18 Frimaire, le 8 décembre, d'y porter leur registre pour pouvoir y continuer leur silence. Cet effort, qui précéda leur demande de poursuite des citoyens compromis dans la rébellion de la ville, n'a pas été vain. Effectivement, décidé à faire d'Aix un fer de lance pour sauver la patrie, il délibérait à l'unanimité le 12 Frimaire de s'assembler à 7h du matin pour s'organiser en bataillon et pour envoyer 2 commissaires portés à qui de droit le registre des volontaires pour marcher sur Toulon. Ils avaient levé près de 4 fois plus de volontaires que les Nantais à l'occasion du recrutement de l'été 1792, à savoir 1200 hommes. Je vous remercie. Merci Jean-Baptiste. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Si vous me permettez, moi j'en ai une. Alors pourquoi le mot anti-politique? Parce que la politique, c'est la gestion de la cité. Pourquoi anti-politique? C'est quand même curieux. Tu peux nous éclairer? Absolument. Alors c'est fondamental. Il ne se positionne pas contre la politique, mais contre les hommes politiques. Donc nous avons affaire à un club très populaire et de gens qui estiment, je cite de mémoire l'une de leurs premières déclarations, que les responsables des administrations parlent d'un langage entortillé et ne notionnent que de ravir les vrais mérites à ceux qui sont sincères. Et donc, dans l'idée anti-politique, qui est nourrie par leur fondateur, l'abbé Rive,
anticlérical, farouche anticlérical, qui avait un discours très, très, très radical, on trouve cette idée-là, c'est-à-dire d'un côté des responsables politiques et des administrations nouvelles issues des anciennes administrations d'Ancien Régime, qui ne seraient intéressées que par la représentation, l'argent, la spéculation, l'intérêt de quelques-uns, et le peuple qui, par nature, serait bon, et par nature serait désintéressé, et aurait une conscience intrinsèque, en fait, de ce que serait la vertu. La vertu au sens où l'entendait Montesquieu, c'est-à-dire, je cite là aussi de mémoire, l'amour de la patrie et des lois. Et Montesquieu disait l'amour de la patrie, c'est-à-dire l'amour de l'égalité, en partant du principe que la patrie, c'était bien entendu la terre des hommes libres, mais ça devenait, dans la Révolution, la terre des droits de l'homme et du citoyen. L'historien Persana précise que la Révolution française est une révolution de la loi. Donc on trouve un discours légaliste, et chez les antipolitiques, il y a clairement, même si ça peut nous paraître anachronique, une très forte conscience de classe, quelle que soit la manière dont on se positionne par rapport à ça. Ai-je répondu clairement? Oui, question. Une question, s'il vous plaît, de Jean-Louis Charnet. J'aurais 4 observations à présenter de détail. La 4e suscitant peut-être une discussion. La première, vous venez de nommer Lapérive, qui est le fondateur du club antipolitique. Effectivement, vous avez tout à fait raison. Il s'oppose à l'ordre politique établi. Vous avez tout à fait raison. Ce que je voulais dire, mon premier point, c'est que dès le début, Lapérive est très lié au milieu révolutionnaire toulonnais. Il est lié aussi à Marseille, etc. Mais en particulier au Toulonnais. Donc je veux dire que dès le début, dès la création du club antipolitique, il y a des relations avec Toulon. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, vous avez à un moment dit oui, il y a des problèmes de syntaxe dans l'expression des antipolitiques, pour la bonne raison que, à mon avis, la majorité des membres, vous avez dit, ce sont des paysans, des artisans, etc., la majorité ne parle pas français. Provençal. Ils parlent provençal. C'est un point tel qu'au début de l'année, c'est un peu la période, un peu avant la période que vous avez évoquée, mais au début de 1791, quand Rive est encore vivant, qu'une délégation des antipolitiques est reçue par la municipalité d'Aix, le maire croit faire de l'esprit en disant ah, pour me faire comprendre de vous, dois-je m'exprimer en français ou en provençal? Donc, mais ce qui est sûr, c'est qu'à ce moment-là, moi je pense que la majorité de ces artisans paysans parlent le provençal. Donc effectivement, quand ils écrivent en français, même si vous l'avez dit, il y a tout de même quelques personnes cultivées dans le club, mais la majorité, vous avez raison, ce sont des paysans, des artisans. Ça, c'était mon deuxième point. Le troisième point, là, je reviens à Napoléon et au siège de Toulon. Vous avez évoqué au début de votre intervention le souper de Beaucaire. Il se trouve que, bon, j'ai travaillé là-dessus. Il faut dire que la seconde édition du souper de Beaucaire a été distribuée à tous les officiers de l'armée républicaine du siège de Toulon. Tous les officiers du siège de Toulon ont eu un exemplaire du souper de Beaucaire. Alors, le dernier point sur lequel, là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, c'est un détail. C'est pour le siège, la préfecture du département. Vous avez eu tout à fait raison de dire qu'au départ, c'est Aix, bien sûr, qui est la préfecture du département. Pour la bonne raison qu'Aix était la capitale de la Provence, la capitale historique de la Provence, et donc tout naturellement, Aix devait être capitale du département. Où je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, c'est que, apparemment, c'est pour des raisons, j'allais dire, de basse finance, que Marseille a récupéré la préfecture du département, dans la mesure où
il a été décidé que le siège de la préfecture serait dans l'endroit, dans la ville, où s'établirait le préfet. Bon. Et deuxièmement, les rémunérations du préfet dépendaient du nombre d'habitants de la ville dans laquelle il s'installerait. Alors, à partir de là, on comprend très bien que le préfet soit passé à Marseille et qu'Aix ait perdu la préfecture du département. Voilà, je voulais vous remercier pour votre conférence. C'est un petit point de détail qui me tient à cœur. Et vous le savez. À quel moment Marseille a perdu son nom? Marseille est devenue ville sans nom. En 1793, justement sur cette période-là. Mais oui, parce que Je Marseille, c'est on a parlé du siège de Marseille, mais Bonaparte n'a pas beaucoup participé au siège de Marseille. Autant il a participé au siège de Toulon, le siège de Marseille, pas trop. Et il est passé assez rapidement. J'ai pas réussi à télécharger. J'ai pas réussi à télécharger. Alors merci beaucoup Monsieur Charlie pour ces questions. Alors si vous ne le savez pas, je précise que Monsieur Charlie a écrit une biographie de Labeyrie et je suis honoré, touché par votre présence. Et j'ai un souvenir très chaleureux du déjeuner que nous avions eu ensemble il y a quelques années. C'était pas c'était le déjeuner avec toi, c'était déjà pas mal. Alors, effectivement, sur les 4 points. Absolument, nous étions en plein Covid, tout à fait. Le temps passe. Alors, sur les 4 points que vous avez soulevés, effectivement, il y a un lien historique entre les antipolitiques et Toulon. Et dans un premier temps, ce lien est très positif, puisque dès les années 92, les antipolitiques correspondent avec les armateurs toulonnais, dont ils estiment que le patriotisme est un peu timide, parce qu'ils n'entretiennent pas suffisamment correctement la logistique, les armes dont on pressent qu'elles sont nécessaires, parce que la fin de l'année 91, le début de l'année 92, c'est va-t-on déclarer ou non la guerre? Et effectivement, quand les antipolitiques se voient refuser l'autorisation d'avoir des armes, comment dirais-je, d'être eux-mêmes armateurs, ils sont en lien avec les Toulonnais qui leur proposent de leur en livrer. Donc c'est tout à fait exact, il y a ce lien historique et la bascule, en fait, le fait que Toulon soit livré aux Anglais change complètement la donne. Et les rapports s'inversent. Et d'ailleurs, si on lit les antipolitiques, même la municipalité parlerait des infâmes toulonnais. Alors est-ce que le maire parle vraiment comme ça, ou est-ce que c'est la traduction antipolitique du discours du maire? C'est impossible à trancher. Le deuxième élément, sur la question du provençal. Alors effectivement, je vous remercie d'avoir rappelé cette anecdote, cette moquerie en fait du maire, et Rive lui-même s'en plaint en expliquant comment ça nous serions incapables d'être soucieux de l'intérêt général en ne parlant pas français. Et sur la fin de vie des antipolitiques, le débat français-provençal surgit, puisqu'il est question de se demander si on ne va pas écrire aussi en provençal. Et à la manière dont les délibérations sont rédigées, on comprend en fait qu'il y a une traduction en provençal des délibérations qui sont faites en français de manière à ce que tous les clubistes puissent comprendre. Et je précise que c'est quelque chose qui court toute la Révolution. C'est-à-dire qu'on va retrouver ça dans le Grand Ouest, on va trouver ça dans le Languedoc. En fait, les langues, ce qu'on appelle les langues locales, cohabitent avec le français. D'ailleurs, je voudrais mettre fin à une légende. L'ordonnance de Villers-Cotterêts n'oblige pas à parler français en France. L'ordonnance de Villers-Cotterêts exige que les actes légaux de l'administration soient rédigés en français, ce qui était une manière d'imposer le français par rapport au latin. Mais encore pendant la Révolution, on parle français, c'est vraiment la Troisième République en fait qui a imposé le français, même si évidemment on retrouve ça pendant la Révolution, parce qu'on estime aussi que le français c'est la langue de l'égalité, la Révolution a une passion de l'égalité, et qu'elle est la langue des droits de l'homme et du citoyen.
Et dans un premier temps, la première déclaration des droits de l'homme citoyen, d'ailleurs, elle circule en français et dans les langues locales. Il y a actuellement dans l'exposition Oui. d'Arbaud sur Arbaud bibliophile, il y a la traduction en provençal de la première constitution, là on est avant. Avant la Révolution? Enfin non, la première constitution de la constitution. Ah, mais la constitution monarchique. La constituante monarchique. D'accord. La monarchie constitutionnelle. D'accord. Il y a la traduction en provençal qu'a fait le grand historien Bouche. Oui, Si vous allez voir cette exposition qui est ouverte jeudi après-midi, vendredi après-midi, vous verrez la traduction en provençal de la première constitution, mais évidemment, c'est la monarchie constitutionnelle. Mais merci de le préciser parce que voilà, je l'ignorais et ça permet effectivement de rappeler que j'ai les voir effectivement et voilà, les deux éléments existent. Troisième point rapidement, sur le souper de Bocard, je n'ai pas grand chose à rajouter, si ce n'est qu'effectivement c'est ce qui permet aux représentants en mission, et notamment Salicetti et Gasparin, de remarquer Bonaparte en se disant voilà, là nous avons un républicain. L'occasion de préciser que les sociétés populaires et l'armée ont des liens indéfectibles tout au long de la Révolution. On retrouve beaucoup de militaires dans les clubs, et les clubs ont un immense respect pour les militaires. L'armée n'est pas traitée de fasciste. Pardon, je suis désolé, j'ai fait une sortie de route. Et concernant Aix, oui, alors là vous évoquiez la préfecture des Bouches-du-Rhône et cette histoire en fait d'argent, d'émolument. Moi je parlais vraiment du Conseil général des Bouches-du-Rhône. C'est-à-dire que le Conseil général des Bouches-du-Rhône siégeait donc à Aix jusqu'au 22 août 1792. Et il y a une première descente, il n'y a pas d'autre terme, des Marseillais en février 92 sur Aix-en-Provence, parce que les Marseillais, les Jacobins marseillais, estimaient assez justement de leur point de vue que les administrations aixoises étaient trop modérées et ne prenaient pas suffisamment au sérieux le risque contre-révolutionnaire. Donc, elles ont quelque part donné raison sur le plan de l'engagement révolutionnaire aux antipolitiques et une première descente des Marseillais qui est presque commémorée par le monument Joseph Sec, qui date de cette période-là. Et les administrations continuant sur cette modération jugée insatisfaisante par les patriotes dits prononcés, les Marseillais reviennent le 22 août et ils prennent littéralement les élus du département et les amènent à Marseille. Et jusqu'en 1795, on va avoir une rivalité entre Marseillais et Aixois autour du siège du département. Et les antipolitiques finissent par obtenir, début 95 de mémoire, le retour du département à Aix, de façon très provisoire. Quant au préfet, effectivement, je crois d'ailleurs que c'est sous le consulat, que pour la raison que vous évoquez, c'est avant le consulat qu'effectivement il choisit Marseille au détriment d'Aix, et parce que ces évolutions étaient plus importants. Voilà. Donc je vous remercie pour ces précisions. Oui, c'est le premier préfet des Bouches-du-Rhône, c'est Charles Delacroix, le père du pape. Oui, d'Eugène. Et c'est pour ça qu'il n'y aura jamais de rue Delacroix à Aix, parce qu'il a changé le siège. Moi, je voulais remercier encore notre ami Jean-Baptiste et terminer sur deux anecdotes qui sont tout à fait en lien avec ce que tu viens d'expliquer. Il y a un patriote aixois que tout le monde connaît, qui est parti à Toulon, qui s'appelle Marius Granet, je ne sais pas si vous le saviez. Granet a fait le siège de Toulon, et dans ses mémoires, il raconte qu'à son arrivée à Toulon, on lui a présenté un capitaine d'artillerie, et il cite, c'était la première fois que j'entendais le nom de Bonaparte. Granet qui aura un deuxième rendez-vous avec Bonaparte, puisqu'il sera peintre officiel de Caroline Bonaparte, reine de Naples. J'essaie de retrouver ce que tu m'as envoyé, mais je n'ai pas réussi à télécharger. D'ailleurs, il a fait des canons. Il y a une esquisse de canon, puisque Bonaparte le repère, on lui a présenté que c'était un peintre, et à partir de ce moment, Bonaparte va utiliser les compétences de Granet pour faire des esquisses du port de Toulon, qui lui permettra d'affiner son plan. Et puis Bonaparte lui-même a un lien avec Aix, pour le siège de Toulon, puisque c'est lui qui va réquisitionner des cloches pour les fondre en canon, puisque l'armée, tu l'as bien dit, du général Carteau puis du Gommier n'avait que 3 canons à l'arrivée de Bonaparte, qui va tout faire pour en fondre de nouveau. Et puis moi Rémi
amis, j'ai une suggestion à faire à la mairie d'Aix. Il devrait, encore une en plus, bien sûr, du buste de l'empereur, mais la lettre qu'a citée notre ami Jean-Baptiste du général Dugommier aux patriotes aixois devrait être exposée à la mairie d'Aix, parce qu'il rend hommage à l'action des patriotes des antipolitiques d'Aix qui ont contribué avec succès au siège de Toulon. Je l'ai en intégralité. Comment? Je l'ai en intégralité. Bravo. Merci encore Jean-Baptiste.